Le magnésium, c'est vrai qu'on en entend parler partout. Pour le stress, le sommeil, l'énergie, même le sport. Oui, il est un peu sur tous les fronts du bien-être. Exactement. Mais dès qu'on cherche à savoir, bon, combien il m'en faut vraiment, là, souvent, ça devient un peu flou. C'est souvent là que ça coince, oui. Alors aujourd'hui, on va essayer de, disons, débroussailler un peu tout ça. Mhm. Notre objectif, décortiquer ces fameux besoins en magnésium, quelle quantité est réellement nécessaire, pourquoi ça change d'une personne à l'autre, et puis comment on fait pour en avoir assez, est-ce que l'assiette suffit ou faut-il des compléments? C'est ça. Et pour faire ça bien, on va s'appuyer sur une analyse assez poussée, parue dans Super Nutrition, signée Sacha Coadon, qui se base notamment sur les chiffres de l'ANSES, l'Agence sanitaire française. Absolument. L'idée, c'est de clarifier un peu les choses. On va regarder les recommandations, bien sûr, mais surtout comprendre ce qui fait que nos besoins, eh bien, ils varient. Mhm. On va aussi voir pourquoi toutes les formes de magnésium ne se valent pas, ça c'est un point souvent oublié. Ah oui, important ça. Et bien sûr, identifier les bonnes sources dans l'alimentation et peut-être les petits signes que notre corps nous envoie. Le but, c'est vraiment d'avoir des repères clairs, pratiques, quoi. Parfait. Alors, commençons par le début, par la base. L'article mentionne les chiffres de référence de l'ANSES. Oui. Pour un homme adulte, c'est 420 mg par jour et pour une femme adulte, 360. Ça a l'air simple dit comme ça, mais est-ce que c'est une règle d'or pour tout le monde? Disons que c'est une très bonne base de départ. Ces chiffres viennent d'études sur les besoins, on va dire moyens, pour rester en bonne santé. Moyen, d'accord. Voilà. Mais le mot-clé, c'est moyen. Parce que dans la vraie vie, nos besoins à nous individuellement, ils peuvent pas mal bouger autour de ces valeurs. Donc ce sont des repères, pas des absolus. Exactement, il faut les voir comme ça. Un point de repère général. D'ailleurs, l'article dit un truc intéressant. Même quand on a juste son apport, il faut parfois attendre 2 à 4 semaines pour vraiment sentir les effets. Ah oui, ce n'est pas immédiat. Non, ça prend un peu de temps. Mais alors, qu'est-ce qui fait varier ces besoins? Pourquoi moi, par exemple, j'aurais besoin de plus de magnésium qu'une autre personne? Alors, il y a plusieurs facteurs, et souvent, c'est lié à notre style de vie, en fait. Le magnésium, faut se rappeler, il est impliqué dans plus de 300 réactions chimiques dans le corps. Ah oui, quand même. Oui, ça touche à tout. L'énergie, les nerfs, les muscles, la gestion du stress. Donc, logiquement, tout ce qui va solliciter ces systèmes de manière un peu intense, eh ben, ça peut augmenter nos besoins. Comme le stress, par exemple. Le stress chronique, oui, c'est un très très gros consommateur de magnésium. L'activité physique intense aussi, pour des raisons d'énergie, mais aussi parce qu'on en perd en transpirant. D'accord. Et puis, il y a des moments de vie particuliers, comme la grossesse, où les besoins changent aussi. Justement, parlons-en de ces cas spécifiques. Pour les sportifs, l'article évoque des besoins qui peuvent grimper pas mal, jusqu'à 500 voire 600 mg par jour. C'est énorme. Pourquoi une telle hausse? Oui, c'est significatif. Pour les sportifs, surtout ceux qui font de l'endurance ou des efforts très intenses, il y a, on va dire, une double peine. D'abord, comme je disais, la transpiration. On perd du magnésium par la sueur. Mhm. Et ensuite, le magnésium est absolument clé pour le métabolisme énergétique, transformer ce qu'on mange en carburant pour les muscles. Il joue aussi sur la contraction, la relaxation musculaire. Donc, en avoir assez, ça aide contre les crampes, ça aide à mieux récupérer. Donc c'est logique d'en avoir besoin de plus pour la performance et la récup. Tout à fait. C'est essentiel pour eux. Et pour les femmes enceintes, là, l'article parle d'une augmentation, mais plus modérée, autour de 350, 360 mg. C'est quoi la raison? Pendant la grossesse, en fait, les besoins augmentent pour deux raisons. Il faut soutenir le développement du bébé, ses tissus, ses os, son système nerveux, et aussi accompagner les changements chez la maman. D'accord. Le magnésium aide à gérer la fatigue, qui est souvent très présente, et il peut aussi diminuer certains petits désagréments, comme les crampes musculaires, qui sont assez courantes. Donc, c'est vraiment un soutien important pour que tout se passe bien. Ce qui m'a frappé aussi dans l'article, c'est comment il décrit le stress, un grand consommateur de magnésium. L'auteur suggère qu'en période de stress intense, on pourrait avoir besoin de 400 ou 500 mg. Comment ça marche? Le stress nous pique notre magnésium? C'est une image assez juste, oui. Quand on est stressé, le corps libère des hormones, comme l'adrénaline, le cortisol. Les fameuses hormones du stress? Exactement. Et ces hormones déclenchent tout un tas de réactions, dont une qui nous intéresse ici. Elles font qu'on élimine plus de magnésium par les urines. Ah, d'accord. En gros, plus on stresse,
plus on en perd. Et le problème, c'est que ça peut devenir un cercle vicieux. Moins on a de magnésium, plus on peut être sensible au stress. Logique. Donc, avoir un apport suffisant pendant ces périodes, ça aide le système nerveux à, disons, mieux encaisser, et ça peut aider à réduire l'anxiété ou l'irritabilité. C'est très clair. Donc, si jamais l'alimentation ne suffit pas, que ce soit pour couvrir ses besoins augmentés ou même les besoins de base, on peut envisager les compléments alimentaires. C'est une option, oui. Hmm. L'article parle d'une dose courante d'environ 250 mg par jour en complément, mais attention, il y a ce point technique sur l'étiquette, très important, non. Ah oui, essentiel. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Sur une boîte de compléments, on va voir un gros chiffre. Par exemple, 500 mg de citrate de magnésium. Oui, Ce chiffre, c'est le poids total de la molécule, du sel de magnésium. Le magnésium lui-même, plus ce à quoi il est lié, ici le citrate. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la quantité de magnésium pur, le vrai magnésium. On appelle ça le magnésium élémentaire ou élément. c'est ce chiffre-là qu'il faut chercher. Exactement. Il est souvent écrit plus petit, mais c'est la dose active. Une dose de, disons, 250 mg de magnésium élémentaire, c'est généralement considéré comme un bon complément à l'alimentation sans risquer de surcharger. D'accord. Donc le piège classique, bien lire l'étiquette pour trouver le magnésium élément. Et évidemment, comme le rappelle l'article, avant de se lancer dans une supplémentation, surtout si on a des soucis de santé ou si on prend d'autres traitements, un petit coup de fil au médecin ou au pharmacien, c'est indispensable. Tout à fait. Prudence et personnalisation, c'est vraiment la clé. Absolument. Bien lire l'étiquette, c'est crucial pour la dose, on l'a compris. Mais il y a un autre piège. Penser que tous les magnésiums se valent. L'article insiste beaucoup là-dessus, sur l'importance de la forme du magnésium. Qu'est-ce que ça change concrètement? Exactement. C'est un point fondamental. Quand on parle de formes différentes, ça veut juste dire que l'atome de magnésium est associé chimiquement à une autre molécule. Ça peut être du citrate, du malate, un acide aminé comme la glycine, un oxyde. D'accord. Et cette molécule partenaire, elle a une influence énorme sur deux choses. Premièrement, la biodisponibilité, c'est-à-dire est-ce que notre corps arrive bien à l'absorber et à l'utiliser. Mhm. Et deuxièmement, la tolérance digestive. Est-ce que ça va nous donner mal au ventre ou des effets laxatifs? Certaines formes sont beaucoup mieux absorbées et plus douces pour l'intestin. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets, ce que cite l'article, pour qu'on y voit plus clair? Bien sûr, l'article met en avant quelques formes très courantes et leur, disons, spécificité. Il y a le bisglycinate de magnésium. Là, le magnésium est lié à de la glycine, un acide aminé. L'avantage, c'est qu'il utilise les voies d'absorption des acides aminés. Résultat, très bonne absorption et en général, très bonne tolérance digestive. L'article le suggère pour le stress, le sommeil, l'anxiété et aussi pour les sportifs. Ok, le bisglycinate, bonne tolérance, bonne absorption. Ensuite, le malate de magnésium. Il est lié à l'acide malique, qui joue un rôle dans la production d'énergie dans nos cellules. Donc, très bonne absorption aussi, très bonne tolérance. On le recommande souvent en cas de fatigue chronique pour l'énergie et aussi pour les douleurs musculaires. Malate pour l'énergie et la fatigue, d'accord. Après, on a le citrate de magnésium, lié à l'acide citrique. L'absorption est bonne, il participe aussi au cycle de l'énergie. On le conseille pour l'énergie et il peut aider si le transit est un peu lent. Mais attention, Oui. il peut avoir un effet laxatif un peu plus marqué, surtout si on prend des doses importantes, plus que le bisglycinate ou le malate. Bon à savoir. Et les autres formes, comme l'oxyde ou le magnésium marin? Alors, l'oxyde de magnésium et le magnésium marin, qui est souvent un mélange d'oxyde, d'hydroxyde, ils ont une forte teneur en magnésium élémentaire sur le papier. Le problème, c'est qu'ils sont peu solubles. Du coup, l'absorption est nettement moins bonne. Ah, Une grande partie reste dans l'intestin, et c'est ça qui provoque souvent un effet surtout laxatif et une tolérance digestive, disons, médiocre pour Ah. beaucoup de gens. d'accord, c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc, choisir la forme, c'est presque aussi important que choisir la dose en fonction de pourquoi on en prend et de comment notre système digestif réagit. C'est tout à fait ça. Mais bon, avant même d'aller voir du côté des gélules, l'article le rappelle bien, la priorité, ça reste ce qu'on met dans notre assiette. Où est-ce qu'on le trouve naturellement, ce fameux magnésium? Absolument. L'alimentation variée, riche en végétaux, ça doit toujours être la base. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a dans pas mal d'aliments courants. Les stars cités dans l'article sont Ah, la bonne excuse. Combien on en trouve? 2 grands carrés, environ 30 grammes. Ça peut apporter dans les 60 mg. Pas mal, non? Pas mal du tout. Ensuite, les oléagineux. Une petite poignée d'amandes, c'est à peu près 80 mg. Les noix de cajou, les noix du Brésil, c'est très bien aussi.
Les légumes verts à feuilles. Les épinards cuits, c'est les champions. Jusqu'à 150 mg pour une portion de 200 grammes. Les blettes, le chou kale aussi. Épinards, d'accord. Les légumineuses, les lentilles, pois chiches, haricots secs, ce sont de bonnes sources. Les légumineuses. L'avocat. Un demi-avocat, c'est presque 60 mg. Les céréales complètes. Riz complet, quinoa, sarrasin. Les céréales complètes. Et il ne faut pas oublier certaines eaux minérales. Ah oui, l'eau. Oui, il faut lire les étiquettes. Certaines sont vraiment très riches en magnésium et peuvent bien compléter l'apport de la journée. Voilà, de quoi se faire de belles assiettes. Mais bon, parfois, même si on mange bien, on peut sentir des petits signes. L'article parle de la fameuse paupière qui saute. Le grand classique. Ou les crampes la nuit. Quels sont les autres signaux qui pourraient nous alerter sur un manque potentiel? Oui, le corps peut envoyer des signaux, mais attention, comme le dit l'article, il faut rester prudent, ne pas tirer de conclusions trop vite. Si ça dure, il faut consulter. Mais les signes principaux qui sont mentionnés, ce sont oui, le corps peut envoyer des signaux, mais attention, comme le dit l'article, il faut rester prudent, ne pas tirer de conclusions trop vite. Si ça dure, il faut consulter. Mais les signes principaux qui sont mentionnés, ce sont une fatigue qui dure, qui ne s'explique pas juste par une mauvaise nuit, Hmm. une irritabilité, une nervosité un peu à fleur de peau, ce fameux tressautement de la paupière, des crampes musculaires surtout la nuit, souvent dans les mollets, un sommeil agité, des difficultés à s'endormir ou des réveils fréquents. D'accord. Parfois, ça peut aussi être une plus grande sensibilité au bruit, des maux de tête ou une anxiété qui semble plus forte. Ce sont des indices, mais pas des preuves. S'ils s'installent, ça mérite d'en parler. Et à l'inverse, est-ce qu'on peut prendre trop de magnésium si on dépasse les doses, surtout avec les compléments? C'est quoi le risque? L'article semblait dire que c'était surtout inconfortable. C'est exactement ça. Pour quelqu'un qui est en bonne santé, avec des reins qui fonctionnent normalement, le principal effet secondaire si on prend trop de magnésium, surtout via les compléments, c'est cet effet laxatif. Ah! C'est juste le corps qui dit stop, j'en ai trop, j'élimine le surplus que je ne peux pas absorber. C'est désagréable, oui, mais en général ce n'est pas dangereux. Souvent il suffit de baisser la dose. Et l'hypermagnésiémie, le taux trop élevé dans le sang. Ça c'est très très rare. Ça concerne surtout les personnes qui ont une insuffisance rénale sévère, parce que leurs reins n'arrivent plus à filtrer et à éliminer correctement les excès de minéraux. Pour les autres, le risque est vraiment minime, avec une utilisation raisonnable. Bon, c'est plutôt rassurant. Alors, passons à quelques questions pratiques qui reviennent souvent. Pour les compléments, par exemple, matin ou soir, quelle est la recommandation de l'article? Alors ça dépend un peu de pourquoi on en prend et de la forme. On a vu que certaines formes, comme le malate, sont liées à l'énergie. Donc on pourrait penser logique de le prendre le matin. Oui. D'autres, comme le bisglycinate, sont plus associés à la détente, au sommeil. Donc le soir semble pertinent. Mais ce que l'article souligne surtout, et c'est le plus important, c'est la régularité. Prendre sa dose chaque jour, c'est plus crucial que l'heure exacte. Le corps l'utilise tout le temps. D'accord, la régularité prime. Et cette supplémentation, on doit la voir comment? Comme une cure ponctuelle? Ou c'est quelque chose qu'on peut prendre tous les jours sur le long terme? Bonne question. Le magnésium, c'est un minéral essentiel. On en a besoin tous les jours. Donc, idéalement, c'est l'alimentation qui fournit ça au quotidien. Logique. Si on a besoin d'un complément, soit parce qu'on a un déficit, soit parce qu'on a des besoins plus importants, sport, stress, une prise quotidienne, à dose modérée et bien choisie, c'est souvent la meilleure approche pour maintenir des niveaux stables. Et l'idée de cure? Hmm. L'idée de cure sur 1 à 3 mois par exemple est aussi évoquée dans l'article. C'est pertinent pour remonter des réserves qui sont basses ou pour passer un cap difficile, une période de stress intense, une prépa sportive. Mais après, il faut réévaluer, voir si c'est toujours nécessaire. Très clair. Bon, si on devait résumer tout ça, sortir les messages vraiment clés de notre exploration, basés sur l'article de Supernutrition. Je dirais qu'il y a 4 points essentiels à retenir. 1. Adapter l'apport à votre profil. Oui, il y a les repères de base, 420 mg hommes, 360 femmes. Mais pensez à votre situation, sportif, stressé, enceinte. Ça change la donne. 2. Priorité à l'assiette. Le chocolat noir, le bon, les amandes, les noix, les épinards, l'avocat, les lentilles, certaines eaux. Il y a de quoi faire avant de penser aux compléments. Mhm. Point. 3. Si complément, soyez stratégique.
Choisissez la bonne forme selon vos besoins, bisglycinate pour le stress-sommeil, malade pour l'énergie, et surtout, vérifiez bien la dose en magnésium élémentaire. C'est crucial. 4. Écoutez-vous. La fatigue qui persiste, les crampes, la paupière qui danse, l'irritabilité, ce sont peut-être des signaux. Si ça dure, parlez-en à un professionnel de santé. C'est une excellente synthèse. On a des chiffres, des aliments, des formes de compléments. Je pense qu'on a de quoi naviguer un peu mieux dans cet univers du magnésium maintenant. Et peut-être une dernière petite réflexion pour ouvrir la discussion. L'article pointe très clairement le stress comme un facteur qui augmente nos besoins. Ça m'amène à me poser une question. Au-delà des cas évidents, comme les sportifs ou les femmes enceintes, Oui, dans quelle mesure nos vies modernes, qui sont quand même souvent bien chargées en stress, même diffus, n'influencent-elles pas les besoins réels en magnésium de la plupart d'entre nous au quotidien? Est-ce que finalement, l'écoute de soi, de ses propres réactions face à ce stress ambiant, ce n'est pas ça le guide le plus fiable pour trouver son propre équilibre en magnésium, au-delà même des chiffres? C'est une piste de réflexion, je crois, sur ce lien très fort entre notre environnement et ce dont notre corps a besoin.